Noah Kirel, Bridezilla sur Radio J. Radio J. Le 6-9, Rudy Saada. Radio J. Une opération rapidement montée, effectuée avec précision. Israël a donc éliminé ce dimanche le numéro 2 du Hezbollah, Ali Tabtaei. Un nouveau coup dur pour le mouvement chiite pro-iranien qui, en dépit de l'accord de cessez-le-feu signé il y a plus d'un an, tente de se réarmer pour faire le point. On va prendre la direction de la frontière libanaise pour retrouver Stéphane Juffa, directeur de la MENA Metula Press Agency et analyste stratégique. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Rudy et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Alors peut-être rappeler quel rôle jouait Tabataï au sein du Hezbollah et pourquoi son élimination représente-t-elle un coup stratégique fort pour Israël. Tabataï, je vais commencer par la fin, était à moitié iranien. Son père était iranien, sa mère était libanaise. Il parlait parfaitement le farsi et l'arabe et il avait la confiance des dirigeants de la théocratie iranienne. Et en fait, c'était un gardien de la révolution qui disait pas forcément son nom, mais qui avait ses entrées partout à Téhéran et qui allait comme... Alors, ce que vous entendez, c'est pas des bombardements. Il y a un éclair qui est tombé tout près du studio. Mais il y a un immense orage depuis 2 heures ce matin. On en a parlé effectivement dans la météo, Israël qui est traversé par une série d'orages et de pluie depuis hier soir. Alors vous pouvez poursuivre Stéphane. Oui, on revient à Monsieur Tabataï, feu Monsieur Tabataï. Et donc, après que tous les dirigeants politiques et militaires du Hezbollah aient été éliminés durant la Deuxième Guerre, il fallait un homme de confiance pour les Iraniens, parce que c'est leur milice, le Hezbollah, c'est une milice chiite, donc de la même religion, de la même tendance de l'islam qu'eux. Et leur meilleur choix s'est porté sur Tabataï, qui est également au Liban un des terroristes miliciens de la première heure, Rudy. C'est-à-dire que il est passé par tous les niveaux du Hezbollah. Il est allé longtemps au Yémen pour aider les Houthis à s'organiser et à intégrer de nouvelles armes. Et puis surtout pour nous, il a créé la force Radwan. Alors la force Radwan, c'est leur unité d'élite et c'est à peu près la seule unité qui est à un niveau nécessaire pour se confronter de manière assez égale avec nos soldats, bien sûr pas avec nos unités d'élite, pas avec nos commandos, mais c'est un très bon organisateur. Et c'est à lui qui a été confiée la tâche de rénover, de restructurer le Hezbollah. C'est ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'on l'élimine. C'est un bon coup pour Israël, c'est-à-dire que ça ramène le Hezbollah en arrière, puis c'est ce qu'on est en train de chercher pendant cette période, Rudy. Alors l'Iran, le sponsor iranien a appelé à la vengeance, on l'a entendu dans le journal. Quelle stratégie le Hezbollah pourrait-il adopter pour répondre à ces frappes, faire profil bas, une réponse militaire directe, des opérations asymétriques à l'étranger ou en profiter pour renforcer sa posture politique sur la scène libanaise? C'est la meilleure chose qu'il aurait à faire, de renforcer sa posture politique au Liban et de se désarmer. Parce que il y a une chose qu'on n'entend pas sur les autres médias et qui est très simple. Pour se confronter militairement à Israël, il faut beaucoup de munitions et beaucoup d'armes. Et le Hezbollah ne les a pas. Ils arrivaient par ce qu'on appelle l'autoroute iranienne. C'est cette fameuse autoroute qui traversait tout l'Irak, enfin le nord de l'Irak et toute la Syrie, et qui était utilisée pour amener des armes en quantité, des munitions au Hezbollah. Aujourd'hui, il y a un nouveau régime à Damas, et ce régime est sunnite, il est donc très opposé aux chiites et à l'Iran, et ne laisse plus passer ces cargaisons. Et la meilleure preuve, Rudy, elle est importante, c'est que depuis une année, et même plus, nous n'avons pas, Israël, le Khail Avir, l'aviation israélienne, n'a pas bombardé l'autoroute iranienne. Pas une fois. Alors si elle l'a fait peut-être une fois ou deux sans en parler, sans que nous le sachions à la MENA.
c'est possible. Mais si l'autoroute iranienne était ouverte et que les armes du Hezbollah pouvaient l'emprunter, on entendrait parler de ça au moins une fois par semaine. Et c'est pas le cas. Et faute de ces armes, et faute de ces munitions, le Hezbollah ne peut pas reprendre la guerre, ne peut pas. Et il n'a aujourd'hui pas les armes nécessaires pour tenir 2 jours de confrontation avec Israël. Et après, que fera-t-il? Et il mourra, il disparaîtra. Et ça, c'est la clé stratégique de ce qui se passe. Le Hezbollah, à moins qu'il ne veuille se suicider, ne possède pas les moyens de reprendre la confrontation avec Israël. Il n'a plus d'armes? Il n'a plus d'armes ou il y a quand même une certaine réserve d'armes? Le Hezbollah s'équipe depuis une dizaine d'années? Il a des armes résiduelles, c'est-à-dire il a même quelques centaines de roquettes et quelques dizaines ou centaines de missiles anti-chars. Mais c'est insuffisant, Rudy. Pardon, on parle d'une confrontation avec l'une des armées les plus puissantes du monde. Pour cela, il ne faut pas 10, ni 100, ni 1000, il faut des milliers de projectiles par jour. Et pour cela, il faut une logistique, il faut avoir des canaux ouverts pour se réapprovisionner en armement, et cela n'existe pas. C'est pas avec la contrebande qu'ils sont en train de faire et la réorganisation dont on parle beaucoup, mais pas forcément à bon escient. C'est pas avec cela qu'il va disposer de suffisamment d'armes, de munitions et également de combattants. Nous avons détruit, nous avons éliminé, notamment avec l'opération des Bipères, tout le commandement, pas uniquement les grands pontes du Hezbollah, mais également les commandants de terrain, les plus hauts commandants de terrain. Et effectivement, le Hezbollah ne dispose pas des moyens nécessaires. C'est caricatural le nombre d'armes dont il dispose. Alors, il peut se suicider, ou il peut faire une action d'éclat, tirer quelques roquettes pour montrer qu'il existe et qu'il est fâché. Mais je vous assure que de notre côté de la frontière, on est tout à fait prêt. Il y a eu des entraînements dont je ne peux pas tellement parler, mais on s'est entraîné depuis la seconde où cette élimination ciblée a eu lieu. Et Tsahal et l'armée de l'air sont absolument prêts. Et peut-être qu'on espère même une réaction suicidaire du Hezbollah, ce qui nous permettrait de procéder à des frappes d'entretien et de niveler ce qui reste du Hezbollah. Ça ne nous embêterait pas trop, pour dire la vérité et pour parler de manière un petit peu cynique. C'est dans le pari tenté par Tsahal, par Eyal Zamir, son commandant en chef. Oui, on est prêt à cette éventualité, mais non, ce serait un risque si nous ne contrôlions pas, nous ne connaissions pas du bout du doigt la situation stratégique avec le Liban, avec le Hezbollah. Oui, le Hezbollah n'a pas objectivement les moyens de reprendre un conflit avec Israël. Une dernière question pour conclure. Qu'en est-il donc du sponsor, l'Iran? Comment cette élimination a été reçue du côté de Téhéran? C'est une grosse perte pour eux parce que l'idée du Hezbollah, c'est d'ouvrir un troisième front, un autre front avec Israël pour décharger le front direct entre l'Iran et Israël justement, et d'être près d'Israël. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est difficile de menacer Israël depuis Téhéran, c'est beaucoup plus facile depuis Beyrouth. Et ils ont dépensé des sommes astronomiques pour avoir cette milice, ces supplétifs en Iran, et ils ne peuvent rien en faire. Et ils sont pas prêts à abandonner cette idée. Ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de le remettre sur pied, mais en tout cas, ils essayent. Et puis nous, on a un problème de l'ordre de politique générale, mais peut-être qu'on y consacrera une autre interview émission. C'est-à-dire que pour que la victoire face à l'Iran soit totale, pour que l'élimination des armes nucléaires ou de la recherche en vue de fabriquer des bombes atomiques en Iran réussisse, il faut ce qu'on a appelé des frappes d'entretien. Il faut qu'on empêche l'Iran, qui est avec les genoux à terre, de se relever. Et ça, à cause de la pression notamment américaine, on ne le fait pas. Et si on continue à ne pas le faire, dans quelques mois, eh bien, on aura annulé l'effet stratégique et tactique
de la victoire éclatante qu'on a connue dans cette confrontation avec l'Iran. Et ça, c'est la chose peut-être qui nous inquiète le plus ici à Metula. Une histoire qui semble effectivement encore se répéter. Merci Stéphane Jouffa. Vous êtes analyste stratégique et donc directeur de la MENA. Merci à vous.